Si je vous dis Montessori, souvent on pense à une méthode, on pense à une pédagogie alternative avec du matériel coloré. Parfois on pense malheureusement que c'est laisser l'enfant faire ce qu'il veut, comme on peut beaucoup le voir sur les réseaux sociaux ces derniers mois. Mais on est, vous vous en doutez, loin du compte. Maria Montessori, c'était une scientifique. Elle voulait comprendre comment se construit un être humain et surtout, elle voulait identifier comment l'éducation peut faire évoluer un être humain et faire évoluer une société jusqu'à créer un climat de paix ou plutôt de violence. Quand on regarde sa pensée du point de vue de la psychologie, c'est particulièrement intéressant et je suis quelque peu frustrée de voir que toute sa pensée a été assez dévoyée ces dernières années. Donc, un petit peu de contexte personnel pour vous expliquer pourquoi ça m'intéresse autant. Pour ma part, j'ai été en maternelle Montessori quand j'étais petite, et quand je suis devenue maman, j'ai voulu reproduire à partir de mes souvenirs, à partir du matériel que ma mère avait gardé, à partir de ce que j'ai pu voir sur Internet. Donc j'ai fait, entre guillemets, un petit peu Montessori à la maison avec mon bébé. Et puis, peu de temps après, j'ai eu une période de chômage et je me suis inscrite à une formation. Je me suis inscrite à une formation de l'Institut supérieur Maria Montessori. Je me suis dit, ça va m'aider d'un point de vue pratique, c'est intéressant, je vais pouvoir mieux faire Montessori à la maison. Et là, j'ai réalisé à quel point j'étais loin de comprendre la méthode, entre guillemets, Montessori, et surtout de comprendre la profondeur de la pensée de Maria Montessori. Malheureusement, cette pensée, elle est souvent mise à la poubelle pour ne garder que le matériel ou que une espèce de méthode à appliquer pour que les enfants deviennent plus intelligents. Ce n'est pas du tout ça l'objectif de la pédagogie montessorienne. Donc si ça vous tente déjà d'en savoir un petit peu plus, sachez que sur mon site, vous pouvez trouver ceci. C'est une analyse que j'ai réalisée pendant mes études de psychologie clinique à l'Université Paris 8, qui compare la pédagogie de Maria Montessori et celle de Janus Korczak. Vous avez les bases de la méthode entre guillemets Montessori. C'est gratuit, vous pouvez la télécharger librement. Je vous renvoie vers le site de l'AMI, l'Association Montessori Internationale, si vous voulez vraiment en savoir plus et surtout si vous voulez vous former. Parce que sachez que Maria Montessori a toujours refusé que son nom ou son matériel ou sa pédagogie soit breveté, qu'on mette une licence dessus ou autre. Du coup, n'importe qui peut se dire Montessori ou peut dire qu'il fait Montessori, que ce soit une personne, que ce soit un professionnel, un organisme, une école. En réalité, Montessori, n'importe qui peut l'être sans avoir la moindre formation sur le sujet. Donc l'AMI, l'Association Montessori Internationale, elle a été créée par Maria Montessori et par son fils Mario. Et c'est Mario qui a fait vivre et qui a fait évoluer l'asso euh, après le décès de sa mère pour garantir que la pensée de Maria Montessori n'était pas complètement détournée, et ce jusqu'à son décès, et ça continue encore aujourd'hui. Petit point de départ, déjà vous expliquer qui est Maria Montessori, parce que comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas une maîtresse d'école. Maria Montessori, elle est née en 1870 en Italie, et elle a fait partie de la première comment on dit, le premier groupe de femmes à étudier la médecine, et il se trouve que c'est la première à avoir reçu son titre de médecin. Euh, Très vite après avoir reçu son titre, elle s'est intéressée à de nombreuses matières scientifiques, la psychologie, l'anthropologie, la pédagogie. Bref, c'était un médecin, c'était une scientifique, et au cours de sa vie, elle a enseigné dans des chaires universitaires, dans des centres de formation pour, par exemple, les éducateurs spécialisés. Elle va avoir des missions officielles, par exemple de la part de la ville de Rome, de la part de l'Italie. Elle va faire des expositions et des démonstrations partout dans le monde. Elle va faire des conférences, elle va créer des congrès. Elle va être récompensée par plein de récompenses partout dans le monde également. Bref, c'était vraiment pas une maîtresse qui a créé du matériel très coloré. C'était une scientifique et elle était mondialement reconnue. Et ça, on l'oublie complètement aujourd'hui aussi. Ce qu'elle va observer très vite, dès sa première mission en fait en tant que médecin, elle a travaillé dans un centre pour enfants dits handicapés mentaux. Et en fait, elle se rend compte que les difficultés des êtres humains, elles commencent très tôt, et elles sont très souvent dues aux conditions de développement de l'enfant. Et que des enfants dits débiles, euh, finalement, si on leur apporte le bon matériel, le bon cadre, la bonne pédagogie, ils peuvent très bien évoluer.
Donc pour elle, les comportements dits difficiles, hein, l'agitation, l'opposition, tout ça, ce sont des réponses à un environnement qui va trop limiter le champ d'action et d'expérimentation de l'enfant. Elle va nous montrer que le psychisme, il se construit de manière active et il ne se construit pas par les apprentissages théoriques, il se construit dans les interactions avec le monde, par le fait d'expérimenter, de toucher, de se tromper pour comprendre de manière concrète avant d'intellectualiser les choses. C'est pour ça qu'il y a du matériel que l'on touche, que je ne sais pas, moi, si on prend la tour rose, ce sont 10 blocs, 10 cubes roses. Le premier fait 1 centimètre de côté, le plus grand fait 10 centimètres. À chaque fois, il y a 1 centimètre de plus pour pouvoir comprendre à combien ça correspond 1 par rapport à 10, pour comprendre aussi les mètres cubes, du coup, enfin, ou les centimètres cubes en l'occurrence, pour comprendre le poids, puisque chaque élément du matériel est fait de manière à ce que les différentes matières scientifiques soient en fait montrées de manière simple et concrète à l'enfant. Et donc le psychisme, il ne va pas se construire parce qu'on lui impose une discipline, il se construit parce qu'il interagit avec l'extérieur, avec le monde, il tente, il teste. Et ce qu'elle constate, c'est que si ce développement-là, il va être entravé, souvent les enfants, quand ils sont adultes, ils vont produire des comportements de lutte ou des comportements de domination. Et ça, c'est vraiment une observation qui fait le lien avec ce que la psychologie et la psychanalyse contemporaine explorent là, ces dernières années, dernières dizaines d'années. C'est le fait que la construction d'un individu va influencer ses relations au monde et le monde va influencer l'individu. On en a déjà parlé dans pas mal de vidéos, je vous renvoie à mes vidéos précédentes sur le sujet parce que finalement j'aborde toujours ce grand thème-là, comment la société et l'individu interagissent l'un avec l'autre, car on ne peut pas penser qu'un individu tout seul peut aller mieux, il le fait forcément en fonction de son environnement. Ce qu'il y a à savoir avant tout, parce qu'on l'oublie de notre point de vue très contemporain, très moderne, ce qu'il y a, c'est que dans les années 1800, 1900, avant Montessori, l'enfant, il était considéré comme un mini-adulte, un adulte incomplet à qui il fallait apporter des corrections, le corriger au sens premier du terme, peut-être le corriger physiquement malheureusement, mais en tout cas le corriger pour qu'il devienne un adulte parfait. Or, elle arrive et elle dit que l'enfant, il doit être acteur de son propre développement. Elle parle de l'esprit absorbant de l'enfant, le fait que l'enfant, il va construire sa personnalité à partir de son environnement. Il absorbe ce que son environnement lui propose, il mixe tout ça à sa manière et ça devient du coup une personnalité propre. Et ça, je trouve que c'est une idée qui est très moderne parce qu'elle va être très cohérente avec ce que les recherches ultérieures vont montrer sur tout ce qui est apprentissage actif, sur tout ce qui est en fait théorie de l'attachement, théorie du développement émotionnel de l'enfant. Elle l'avait pointé du doigt avant que des études scientifiques concrètes puissent vraiment être menées sur ce sujet-là. Et ce que je trouve assez troublant d'ailleurs dans la pensée montessorienne, c'est que ça dépasse largement le champ de l'enfance. Dans le sens où elle, ce qu'elle observe, c'est qu'un enfant qui peut bouger, agir librement, explorer, il va trouver sa place et il va devenir un adulte qui ne sera pas en lutte permanente avec le monde. Ça ne veut pas dire que cet adulte ira parfaitement bien et sera parfaitement heureux. Ça veut dire qu'il sera moins en lutte avec l'extérieur en permanence pour trouver sa place, pour se sentir accepté, pour se sentir valorisé. Et à l'inverse, ce qu'elle constate surtout, c'est que quand ce développement-là est entravé, ça laisse une espèce d'agitation intérieure persistante chez l'enfant, l'ado, l'adulte et parfois même le vieillard. D'une certaine manière, je trouve qu'elle posait une question qui est très centrale en psychologie, c'est finalement cette question de à quel point les conflits, les difficultés des adultes sont reliés à leur propre développement, à des histoires de développement qui a été empêché, qui a été frustré. Et c'est à ce moment-là que finalement la pédagogie, elle va rejoindre la psychologie, elle va rejoindre la psychanalyse. C'est qu'il s'agit vraiment de créer pour l'enfant des conditions de développement qui vont lui permettre de se développer de manière harmonieuse. Avant d'aller plus loin, je vais faire d'abord
une petite clarification sur des idées reçues, parce que là, je suis déjà partie en train de vous expliquer finalement le fond de la pensée montessorienne. Euh, Déjà, savoir que la méthode Montessori, ou la pédagogie Montessori plutôt, ce n'est pas une méthode. C'est pas une méthode où l'enfant va faire tout ce qu'il veut sans avoir de cadre. Non, ce n'est pas vrai. Il y a un cadre. Il y a même beaucoup de cadres chez Montessori. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite. Malheureusement, aujourd'hui, on associe beaucoup méthode Montessori et finance parce que le matériel coûte cher, parce que les écoles montessoriennes coûtent cher. À la base, Montessori, elle a commencé justement ses expérimentations dans les quartiers très pauvres de Rome, avec des populations où les enfants étaient abandonnés à leur sort toute la journée parce que les parents devaient aller trouver de quoi ne pas mourir de faim. Donc vraiment, c'était pas du tout réservé à une élite. Et encore aujourd'hui, euh, justement dans un environnement stimulant et cadré, où a priori il y a des moyens financiers, où donc justement il y a plus de disponibilité psychique de la part des adultes, Montessori ne devrait être que la cerise sur le gâteau. Montessori n'est pas non plus une pédagogie qui va apporter une solution miracle à des problèmes éducatifs. Non, c'est un ensemble, c'est une pensée globale, c'est vraiment un point de vue complètement global sur le développement d'un enfant. Donc si l'enfant a des problèmes d'éducation liés à la manière dont il est traité et géré dans sa famille, ce n'est pas le fait d'être mis par exemple en crèche Montessori ou en école Montessori qui va régler tous ces problèmes. Et enfin, ce n'est absolument pas une liste d'exercices et de matériel. Oui, dans les écoles Montessori, il y a tout le matériel officiel de Maria Montessori. Certes, mais pour autant, on peut faire du Montessori avec ce qu'on a à la maison. L'important, c'est le cadre global. Ce qu'elle proposait, Montessori, c'est une recherche scientifique et philosophique du développement humain. Une recherche avec un cadre réfléchi, avec une observation attentive de l'adulte. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont associées à Montessori qui n'ont rien à voir du tout avec ses écrits originaux. Lisez Montessori, s'il vous plaît, si ça vous intéresse. Je vais essayer de vous expliquer, mais vous savez que le temps d'une vidéo, je ne peux pas rentrer dans le détail, sinon il faudrait des heures, voire des jours, pour pouvoir vraiment parler de la complexité de sa pensée. Je peux vous lister déjà les 6 points primordiaux de la méthode Montessori. D'abord, le point principal premier, c'est l'environnement, ce qu'elle appelle l'environnement préparé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir juste un petit coin de pièce où l'enfant a 2-3 matériels et on va lui apprendre à travailler avec, parce qu'il s'agit de travail et pas d'amusement. Mais bon, bref, il faut qu'il y ait un environnement global, préparé, il faut qu'il y ait du matériel spécifique, il faut que les enfants soient tous ensemble dans le même espace, il n'y a pas de discrimination d'âge. Du coup, ils peuvent s'entraider, chacun avance à son rythme. Ceux qui sont plus avancés vont pouvoir aider ceux qui sont un petit peu plus en retard ou moins avancés sur tel ou tel sujet. Et tout ça, ça va leur permettre au contraire de s'entraîner et de se rassurer. Donc je vous ai parlé de l'environnement préparé, le matériel, le fait qu'il n'y ait pas de discrimination d'âge, tout le monde est ensemble. Il y a le travail d'observation de l'adulte qui est extrêmement important. L'adulte, bien entendu, est là pour poser le cadre et pour diriger gentiment les enfants avec respect, mais il est surtout dans un travail d'observation. J'y reviendrai plus tard parce que c'est important. Il n'est pas là que pour regarder. Il y a vraiment tout un travail d'observation très important. Et enfin, donc ça, on va dire que c'est les 4 bases que tout le monde connaît plus ou moins. On sait que faire du Montessori, ça passe par ça, entre guillemets, bien sûr. Faire Montessori, je n'aime pas du tout cette expression, mais bon. Mais il y a 2 points qui sont les plus importants et qui sont toujours mis de côté. Le premier point, c'est la liberté et l'autodiscipline, parce que les deux vont toujours l'un avec l'autre. C'est-à-dire que l'enfant est au centre de ses apprentissages. Il s'autorégule, il s'autovalorise, il s'automotive, grâce à tout ce que j'ai listé avant, l'environnement, le matériel, la mixité, le travail d'observation non interventionniste de l'adulte. Et le dernier point qui est le plus important et qui fait que tout ça a du sens tous ensemble,
c'est l'éducation cosmique. C'est ce que Maria Montessori appelle l'éducation cosmique. Pour elle, et je la rejoins totalement, pour elle, l'humain a des devoirs vis-à-vis de la planète Terre. Il a le devoir d'utiliser son intelligence pour réfléchir à ses actes, pour réfléchir à comment ces actes vont influencer la vie, c'est-à-dire la vie des autres êtres humains, mais aussi des animaux, des plantes, des mousses, de tout ce qui compose l'univers. C'est son devoir en tant qu'être humain de prendre soin de l'équilibre cosmique global. Et du coup, l'éducation cosmique pour les enfants, ça se traduit par le fait d'apprendre des sciences, du contenu pédagogique sur la nature, sur l'astrologie, sur la chimie, du point de vue pas du point de vue du contenu pédagogique sur tout ce qui est culturel, via les sciences humaines, mais aussi tout ce qui est du monde de la pensée, c'est-à-dire le langage, l'imagination, la créativité, l'articulation des idées, la philosophie. Il faut que les enfants aient cette éducation globale pour pouvoir prendre soin d'eux-mêmes, pour pouvoir prendre soin des autres, et des autres avec un grand A, c'est-à-dire tout le monde et tout l'univers autour de nous, parce qu'en tant qu'humain, on a cette intelligence qui nous donne des responsabilités, parce qu'on peut faire beaucoup de mal grâce à cette intelligence. On devrait du coup travailler activement à faire du bien tant que possible. Et donc, cet ensemble, cette vision, Maria Montessori, elle va la structurer dans quelque chose qu'on a appelé la méthode Montessori, mais c'est pas je prends des cubes roses et je les empile du plus gros au plus petit pour faire une tour. Sa méthode, elle a un nom et elle va appeler ça l'éducation à la paix. C'est très important. C'est-à-dire que pour Maria Montessori, la paix, elle apparaît quand le développement des humains peut se faire de manière équilibrée et quand l'environnement respecte les besoins fondamentaux de l'enfant et donc des futurs adultes. L'éducation à la paix, c'est pas une espèce de truc abstrait, une espèce d'idéal moral. Il faut savoir que Montessori, elle n'était pas bisounours. Quand je vous parle de la paix, elle se disait pas super, si on est gentil avec les enfants, alors il n'y aura plus jamais de guerre dans le monde. Pour elle, la paix, c'est pas la non-guerre. Ce qu'elle essayait de nous expliquer, c'est que l'autonomie, la concentration, la responsabilité, la coopération, c'est dans des conditions idéales de tout cela que les relations entre les enfants vont devenir naturellement plus pacifiques. Et donc, si les enfants apprennent à coopérer et à se respecter mutuellement, ça fait des adultes qui coopèrent et qui se respectent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus jamais de conflits. Les conflits sont humains, sont animaux même, sont normaux. C'est juste le vivant qui fait que le conflit est nécessaire. Mais par contre, quand l'enfant apprend la coopération et le respect, pas de manière théorique ou imposée, mais parce qu'il va avoir de l'expérience quotidienne dans un cadre structuré et dans un cadre sûr, alors les conditions sont réunies pour que, a priori, les relations humaines soient plus pacifiques. Et cette vision de l'éducation, ça fait que Montessori a créé finalement une pensée qui est très sociale. Le fait que la paix se construit dès le début de la vie humaine dans des interactions concrètes et pas seulement parce qu'il y a des lois ou parce qu'il y a des traités politiques qui, entre adultes, vont être décidés, signés et imposés. Dans tout ça, le rôle de l'adulte pour Maria Montessori est extrêmement important, l'adulte face aux enfants. Parce que ce changement, il ne va pas se faire seul. Si on prend des gamins et qu'on les met dans une école Montessori et qu'on ferme la porte, en fait, les enfants, ils vont juste reproduire tout ce qu'ils ont connu à l'extérieur. Ils ne vont pas savoir d'eux-mêmes se poser, observer et s'autoréguler. L'autorégulation, ça s'apprend parce que l'adulte a un rôle décisif dans tout ça. Son rôle décisif, c'est celui de, avant tout, observer. Plutôt que d'être dans le contrôle, il va observer et elle insiste sur le fait que l'adulte ne doit rien faire de plus que ce qui est strictement nécessaire. C'est-à-dire que l'enfant, on le laisse se planter encore et encore.
S'il demande de l'aide parce qu'il en a vraiment besoin, ou si vraiment l'adulte, après une longue observation, estime que là, il a besoin de simplement venir expliquer un petit truc pour que ça débloque et que l'enfant puisse avancer dans son apprentissage, ok. Mais il ne faut surtout pas venir contrôler le développement de l'enfant. Il faut préparer son environnement. Il faut que ce soit un environnement qui soit contenant au sens psychologique du terme et non pas être dans la contrainte. Pour pouvoir faire ça, il faut que l'état intérieur de l'adulte influence de manière neutre, voire positive, l'état intérieur de l'enfant. Vous voyez où je veux en venir? Montessori, elle parle de préparation spirituelle de l'adulte, le fait qu'il doit faire un travail sur lui en amont pour pouvoir accompagner correctement le développement de l'enfant. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que en tant qu'adulte, et ça rejoint du coup la psychanalyse, la psychologie, en tant qu'adulte, si on veut pouvoir montrer l'exemple à nos enfants, si on veut leur apporter des pistes de réflexion, leur montrer comment faire pour être épanoui, il faut faire un travail sur nous-mêmes pour pouvoir déjà arriver à cet état de calme et cet état de mieux-être. Et donc je trouve ça vraiment extrêmement intéressant de constater que des observations de Montessori vont vraiment entrer en résonance avec des concepts qui vont être développés plus tard en psychologie clinique et en psychanalyse. Vous connaissez mon amour pour Donald Winnicott, par exemple. Winnicott, il va vraiment montrer combien un enfant a besoin d'un environnement suffisamment bon où il va pouvoir explorer et jouer. Ça, Maria Montessori l'observait déjà quand elle disait que l'environnement soutient l'enfant. Et si l'enfant est dans un environnement suffisamment soutenant, alors il va développer spontanément de la concentration, de la confiance et des capacités de coopération. Donc on voit que la construction du psychisme, finalement, elle dépend des conditions relationnelles et des conditions environnementales. Si elles sont favorables, alors le psychisme va se développer harmonieusement. Je ne suis pas en train de dire que Maria Montessori faisait de la psychanalyse. Non, seulement je ne peux que constater qu'il y a vraiment des résonances et des convergences quand il s'agit d'observer le développement des êtres humains et le fait que, alors qu'elle était scientifique, médecin à la base avant tout et aussi pédagogue, elle a finalement, par ses observations, pu pointer du doigt un grand nombre de points d'attention qui ont pu être prouvés scientifiquement par le monde de la psychologie et de la psychanalyse par la suite. Donc ce que je trouve vraiment intéressant avec Maria Montessori, avec sa pensée, et je regrette qu'elle soit dévoyée ou du moins au moins simplifiée, très simplifiée aujourd'hui. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle va nous montrer qu'un être humain ne se construit pas que par ce qu'on lui enseigne, mais il se construit plutôt par l'environnement. Et si l'environnement soutient correctement ou non son développement. Alors bien sûr, Maria Montessori, elle nous parle du développement de l'enfant, puisqu'elle a travaillé de la toute petite enfance jusqu'aux 12 ans, puis après elle a pu travailler avec l'adolescent. Mais ce que je trouve chouette, c'est que finalement, c'est ce qu'on propose aussi quand on propose une thérapie, c'est-à-dire qu'on propose un environnement soutenant, une relation avec une personne suffisamment bonne, pas quelqu'un qui fait à notre place, mais quelqu'un qui propose un cadre sécurisant et qui va nous guider respectueusement et à notre rythme. Et je trouve que c'est peut-être là que l'éducation à la paix va vraiment commencer, dans la manière dont on accompagne chaque personne, et ce, dès le début de la vie de la personne. Alors oui, en tant que psychanalyste, je travaille principalement avec des adultes, mais finalement, je me retrouve totalement dans la pensée montessorienne, puisque ce qu'elle cherchait à déterminer, c'était quelles sont les conditions où un être humain va pouvoir se construire pleinement en sécurité, être capable de coopération et être capable de respect. Et je suis sincèrement convaincue que c'est là que commence la paix. La paix, elle commence dans la manière dont on accompagne le développement de chacun, dès le tout début, mais aussi tout au long de sa vie. Et que malheureusement, mon travail consiste plutôt à réparer, entre guillemets, des adultes blessés, mais qu'à partir du moment où on va enfin pouvoir créer un cercle vertueux où des adultes
épanouis vont pouvoir s'occuper des futures générations, alors à ce moment-là, j'aurai plus de travail et ce sera super. J'espère qu'un jour ça arrivera. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a donné envie d'en savoir plus sur Maria Montessori et sur sa pensée. Encore une fois, vous avez ce document en libre téléchargement sur mon site. Je vous renvoie vers l'AMI, l'Association Montessori Internationale. Elle a des succursales dans le monde. Sa succursale en France, c'est l'AMF, l'Association Montessori de France. Et si vous voulez comprendre Montessori, lisez Montessori. Le premier, si vous voulez comprendre la pédagogie Montessori, c'est l'enfant. Après, elle a fait sur l'enfant dans la famille, l'esprit absorbant de l'enfant aussi, qui est extrêmement complet d'un point de vue didactique sur comment ça se passe dans son cerveau, comment ça se passe dans ses interactions et comment du coup l'accompagner au mieux dans ses plus jeunes années. Je n'ai plus son livre L'éducation et la paix, mais si le sujet vous intéresse d'un point de vue plus philosophique, le point de vue plus philosophique de sa pensée, eh bien c'est la base. Et pour ma part, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce dernier ouvrage qui est sorti, je pense, posthume ou juste avant son décès, qui s'appelle La formation de l'homme. C'est un ouvrage assez court, mais vous pouvez peut-être commencer par là si vous vous intéressez à la pensée de Maria Montessori, parce que dans ce petit écrit, elle nous parle effectivement de l'éducation comme étant le moyen d'instaurer un climat de paix pour l'humanité, mais elle nous explique aussi comment le fait de permettre déjà à des adultes d'avoir grandi dans un environnement de paix va pouvoir créer un cercle vertueux, une richesse qui va permettre aux futures générations de cultiver leurs différences, de cultiver leur identité propre et donc voilà, de créer finalement un environnement qui soit de plus en plus adapté et respectueux du développement de chaque enfant et donc de chaque futur adulte. J'espère ne pas avoir été trop longue. Comme d'habitude, quand un sujet m'intéresse, j'avoue que j'ai du mal à faire très très court. Euh, il y a peu sur ma chaîne YouTube, quelqu'un m'a dit que j'étais une nuanceuse et j'aime beaucoup. Voilà, j'avoue que si je peux effectivement ne pas simplifier à outrance et au contraire apporter de la nuance, eh bien je suis ravie. Tant mieux si c'est ainsi que vous me percevez, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie aussi de vous partager, le fait que le monde est complexe et que donc il n'y a pas de solution rapide et facile, mais que si on embrasse cette complexité, eh bien c'est tellement intéressant et ça nous permet de débloquer tellement de choses. N'hésitez pas à me partager vos retours, vos réactions, vos questions, vos propositions peut-être pour de futures vidéos aussi. Vous savez que c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et si vous aimez mes contenus, vous pouvez soutenir ma chaîne. Vous, ça ne vous coûte rien a priori de mettre un like, un commentaire ou un partage. Et moi, ça m'aide beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.